Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stanislas Vendier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes le directeur général adjoint de Citizen Science. Et ma première question, c'est comment avez-vous eu l'idée, ou votre patron en tout cas, de créer Citizen Science? Alors, comme souvent les idées, c'est la convergence de deux constats ou deux intuitions. Dans le cadre de Citizen Science, Jean-Luc Errand, donc, qui est le fondateur de Citizen, a eu l'intuition du fait que tout ce qui était ce qu'on appelle aujourd'hui Quantified Self, sachant que tout ça remonte à 2008, 2007-2008, donc à un peu plus longtemps, mais que la volonté et le besoin de l'individu dans des situations extrêmes, mais également dans la vie courante, de mesurer certains paramètres physiologiques, allait être un élément, un besoin qui allait se développer. Donc ça, c'est la première intuition. Et puis ensuite, il y a la question de savoir quelle est la meilleure solution techno et usage. Et là, comme Jean-Luc le dit souvent, c'est la réalité qui est que quand vous sortez de chez vous, vous pouvez oublier votre téléphone portable, vous pouvez oublier vos clés, mais en général, vous sortez habillé. Et donc le textile, le vêtement, est probablement un support intéressant pour intégrer ces éléments de captation de Quantified Self. Donc c'est ce croisement vraiment des deux intuitions usage techno qui sont à l'origine de Citizen Science. Donc c'était juste un objet qu'on ne pouvait pas oublier à la maison, en fait, le point de départ. Oui, il y a un peu de ça, ouais, et puis qui soit très proche, quoi, qui colle véritablement à la peau, au corps, qui soit une seconde peau. Alors, chez Citizen Science, donc vous faites des vêtements connectés. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement, un vêtement connecté? Alors, un vêtement connecté, en fait, il y a deux principales composantes. Il y a effectivement, le vêtement en propre, qui est alors, le premier produit qu'on lance, c'est un D-shirt, un digital shirt. Et ce D-shirt a comme particularité d'intégrer différents capteurs dans la fibre textile. Et ces capteurs sont donc collés au corps, à l'endroit où la captation d'informations est la plus pertinente. Donc, dans le cadre de l'électrocardiogramme, c'est ici dans cette partie-là. Donc ça, c'est le premier élément textile. Ensuite, l'enjeu, c'est de faire remonter les datas captées vers une gateway qui est à l'arrière de votre t-shirt, qui est un petit boîtier petit et léger, qui fait moins de 20 grammes, et qui comporte la batterie, le GPS et un Bluetooth Low Energy qui permet de communiquer les données récoltées vers un smartphone, par exemple. Alors, on va revenir sur les capteurs un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, peut-être sur Citizen Science. Combien de temps est-ce que ça vous a pris pour développer un premier prototype? Alors, le premier prototype, en fait, c'est un process qui, dans le cadre de Citizen Science, a été initié par la constitution d'un consortium. Parce que, comme on peut l'imaginer, il faut des compétences textiles, il faut des compétences électroniques, il faut des compétences de communication. Et donc, toutes ces compétences au sein d'une même entité au début, quand on se lance en tant que start-up, c'est compliqué. Et donc, il y a un consortium qui a été monté avec Citizen Science comme leader du consortium, Smart Sensing. Citizen Science qui a été conjointement associé avec Eolan, qui est une entreprise électronique, et Payen, qui est une entreprise de textile. Toutes ces entreprises sont françaises et c'est au sein de ce consortium que ça s'est monté. Et c'est un projet de R&D qui a été largement soutenu d'ailleurs par la BPI. C'est un projet qui a été soutenu à hauteur de 7,2 millions d'euros par la BPI et pour une enveloppe globale de 18 millions d'euros. Et ça fait, comme je l'évoquais, entre la maturation de l'idée 2007-2008 et le temps de mettre le produit sur le marché, d'initier, de trouver les bonnes technos, c'est des projets qui sont sur 3-4 ans entre la R&D et le moment où ça va toucher le marché. Pourquoi est-ce que la BPI s'intéresse aux vêtements connectés? C'est parce que je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Non, mais une des réponses possibles, je donne juste une petite info, une petite brève, une petite news toute récente qui date d'avant-hier,
qui est que par exemple, le président Obama aux États-Unis vient de lancer un plan de 150 millions d'euros sur les smart textiles. Le textile a un double avantage, donc pour la BPI, probablement, comme filière d'avenir. C'est qu'il y a énormément voilà, c'est une surface qui couvre bien sûr les individus, mais quand on regarde autour de soi, ne serait-ce que dans le studio, il y a du textile. Donc c'est un matériau totalement polyvalent et multi-usage. Et puis ensuite, c'est un savoir-faire qui, en termes de main-d'œuvre, d'emploi, d'avance techno, est vraiment, vraiment intéressant. Donc c'est aussi assez emblématique de l'intelligence qu'on peut désormais mettre dans certains matériaux considérés comme traditionnels, mais qui en fait sont d'une folle modernité pour le 21e siècle. Donc dans les prochains James Bond, ils ne fouilleront pas seulement les salles pour trouver les micros, ils fouilleront aussi les vêtements maintenant. Ouais, et avec Citizen, ouais. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos vêtements connectés à l'heure actuelle? Alors, nous, notre business model, en fait, est un business model qu'on a choisi pour être un business model B2B, donc business to business, ce qui veut dire qu'on met à disposition notre savoir-faire sur mesure, c'est-à-dire qu'on a une plateforme technologique qui est notre savoir-faire d'intégration de capteurs dans le textile, mais on le met à la disposition de marques pour qu'elles puissent elles-mêmes distribuer, adapter, développer le bon produit en fonction de la marque, de l'usage, et le bon produit, c'est également le bon capteur. Donc nous, on a comme modèle de développer sur mesure des solutions pour les marques qui ensuite, elles, distribuent ces produits auprès du grand public. Le premier marché sur lequel on a travaillé avec une marque partenaire, c'est la marque Cyclolab dans l'univers du cyclisme, qui est un univers très exigeant en termes de mesure de la performance, et c'est aussi un univers dont les usagers dépensent des sommes, un panier moyen assez élevé. Donc ça, c'est le premier univers. Et puis, Jean-Luc a signé des partenariats pour non plus seulement l'univers du cyclisme, mais l'univers du running au Japon avec la marque ASICS, qui est un des leaders mondiaux du running. Alors, au-delà des marques de sport, est-ce qu'on peut imaginer que vous allez un jour être fournisseur officiel de votre technologie auprès de marques de luxe? Ah oui, alors les marques de luxe, on pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on pense que les marques de luxe sont, même s'il y a des savoir-faire parfois très traditionnels qui sont leur fondement, les marques de luxe sont très innovantes en termes de techno. Et donc aujourd'hui, on travaille, on discute avec deux marques sur des applications pour qu'elles les intègrent à horizon court-moyen terme dans certains de leurs produits, et en particulier sur le marché du bébé et de l'enfant, pour un sujet très intéressant. Donc je vous laisse imaginer. En quoi ça concernerait les enfants? Ils auraient des vêtements connectés eux-mêmes? Oui, on peut imaginer que l'enfant, qu'il y ait des parents qui tiennent à leurs enfants, qu'il y ait des parents qui décident d'investir un peu plus sur certains objets et certains vêtements connectés pour leurs enfants. Et donc, on travaille sur des sujets comme ça. Alors, à quel prix est-ce qu'on peut trouver vos vêtements connectés? Alors, pour revenir sur le cycliste, en fait, on a deux produits. Hein. On a le t-shirt qui est effectivement un t-shirt connecté avec un électrocardiogramme. On a deux, et c'est un exemple assez intéressant là aussi de la valeur ajoutée du textile. On a un cuissard. Donc le cuissard, il faut imaginer une partie supérieure comme un t-shirt et ensuite un cycliste, mais tout ça intégré dans un même vêtement. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que vous avez dans le cuissard à la fois la capacité à mesurer l'électrocardiogramme et à avoir une grande précision, contrairement à d'autres objets connectés pour lesquels vous n'avez qu'un seul point de mesure, donc ils peuvent laisser à désirer en termes de pertinence et de précision de la mesure. Nous, on met un accéléromètre sur la cuisse, donc dans le cuissard, ce qui permet d'avoir une totale précision sur la puissance délivrée pendant l'effort, la distance parcourue, quand le cycliste est à l'arrêt ou en danseuse. Donc voilà, donc on a ces deux produits et on est en termes de prix public, sachant que c'est une fois de plus la marque qui prend la décision de fixer le prix public, mais on aura des produits entre 250 et 400 €
pour le t-shirt ou le cuissard. Alors, on va revenir maintenant aux capteurs. Est-ce que donc les smart sensors, c'est comme ça que vous les appelez, intégrés à vos vêtements, est-ce qu'ils sont potentiellement dangereux? Est-ce qu'ils émettent des ondes? Alors, comme tous les capteurs, il y a de la communication. Une des particularités de la solution développée par Citizen, c'est que le capteur est intégré dans la fibre et que la communication, une fois que le capteur a récupéré les datas, que la communication se fait par un fil qui est lui-même intégré dans le t-shirt, qui est un fil stretchable. Donc il y a une vraie innovation, un fil conducteur, donc il y a une vraie innovation aussi sur ce fil. Et par conséquent, il n'y a pas d'onde à proprement parler qui est émise par les capteurs. Donc vous pouvez rassurer les potentiels utilisateurs, ce n'est pas nocif, ça ne va pas créer des cancers, ça ne va pas… Non, il y a vraiment, alors là, c'est pas un sujet. Concrètement, à quoi vont servir vos vêtements connectés? Est-ce que c'est pour les performances sportives? Est-ce que c'est pour la santé? Est-ce que c'est pour les deux, la pratique d'un sport? Alors nous, la stratégie qu'on a prise, qu'on a retenue, c'est tout d'abord de commencer par l'univers du sport, pour les raisons évoquées précédemment, et de panier moyen, et du fait qu'il y avait moins de barrières légales, pour lancer des produits sur le marché. Mais évidemment que le gros sujet qui est intéressant et sur lequel on est en train d'avancer avec des partenaires progressivement, c'est l'univers de la santé. On a déjà un partenaire historique qui travaille avec nous, mais parallèlement, on pense que une personne âgée à domicile, c'est plus simple pour elle de porter un maillot de corps avec des capteurs plutôt que de devoir porter 5 dispositifs, 5 objets différents pour être sûr de mesurer ces différents paramètres physiologiques, que ce soit là aussi le GPS dans certains cas, qui peut être pour certains cas important, que ce soit un électrocardiogramme ou que ce soit une taux d'hydratation pour savoir si la personne âgée a suffisamment bu pendant la journée. Le fait de pouvoir multiplexer, comme on le dit en bon français, de multiplexer les capteurs dans un même objet, dans un même dispositif, de mesurer là où c'est le plus pertinent, on pense que c'est un vrai atout également pour la santé. Alors, question un peu naïve, est-ce qu'on peut laver vos vêtements? Comment on les lave? C'est une bonne question. Et oui, on peut laver les t-shirts à la machine, comme la mère Denis. Voilà. Quelle différence, en quoi est-ce que vous démarquez des autres marques? Alors déjà, quels sont vos concurrents et comment est-ce que vous différenciez? Alors, il y a un acteur sur le continent nord-américain qui a lancé un t-shirt dédié au sport. Il y a deux manières dont on se différencie. Un, c'est au plan technologique et deux, c'est au plan business model. Au plan technologique, les choix qu'on a pris sont très clairement de pousser plus loin l'intégration du capteur dans la fibre et donc de pousser, ou pas forcément donc, mais et également de pousser plus loin l'industrialisation pour avoir des coûts de revient. Les coûts que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est des coûts de revient de premier lancement. Les partenariats qu'on monte aujourd'hui au plan industriel permettront d'envisager à terme un t-shirt à des coûts tels qu'on peut imaginer aujourd'hui, peut-être pas un t-shirt d'une marque lambda, mais à des prix, on peut imaginer des quantités de plusieurs millions d'unités à des coûts de revient et à des coûts publics intéressants. On va parler un peu de data. Qu'est-ce que vous en faites des données ? Alors, une des originalités, pour rebondir sur votre question, qu'est-ce qui nous différencie? Une des originalités de la démarche de Jean-Luc Errand au tout début, quand Citizen a été créé, c'est de se dire, d'une part, on va avoir un t-shirt qui va collecter des données, d'autre part, ça va créer, ça va susciter, ça va générer des enjeux autour des data. Et donc, à côté de Citizen Science, vous avez une autre structure, qui est une structure sœur, qui s'appelle Citizen Data, volontairement séparée, et Citizen Data gère les données. Et qu'est-ce que vous en faites de ces données alors? Et de ces données, elles sont… alors, ce qui est fondamental, c'est que la manière dont a été conçue la solution Citizen Data, c'est que notre principe de base et notre conviction est légale, parce que la CNIL, bien sûr, regarde ça de près, mais également éthique, et également business, c'est qu'on considère que les datas appartiennent à celui qui a généré les données. Donc elles appartiennent à vous et moi en tant que cyclistes ou sportifs. Voilà. Donc ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que, elles sont anonymisées bien sûr, mais ça tout le monde le dit,
mais également le consommateur a la possibilité, le client a la possibilité d'avoir accès en permanence à ces datas, qui sont stockées en France d'ailleurs, d'avoir en permanence accès à ces datas et d'en avoir et la propriété et la maîtrise. Et il met ces datas, ces données, ces paramètres personnels à la disposition de marques, des marques partenaires avec lesquelles il signe un contrat. Et nous, en fait, on a développé, comme la plateforme textile, en fait, c'est la même logique industrielle, on a développé une plateforme de gestion des données qui est très innovante et qui d'ailleurs, ça mérite d'être noté, a aujourd'hui des clients qui ne sont pas que dans le textile, mais qui sont par exemple dans l'univers aéronautique. Voilà. Alors, est-ce qu'à l'image de Weezings qui a créé donc, sa cartographie de l'activité physique en France, vous pourriez vous aussi utiliser vos données dans des soucis de santé publique ou pour autre chose? Si les consommateurs sont d'accord. Mais donc, ce n'est pas exclu. Non. S'ils sont d'accord, vous pourriez un jour vous Si aussi… si les consommateurs sont d'accord et si ça crée véritablement de l'intelligence pour l'écosystème de soins ou du sport, bien sûr. Et sur le sport, par exemple, hein, on met à disposition des utilisateurs une application qui permet déjà une cartographie pour l'utilisateur. Et puis, dans un deuxième temps, on peut effectivement envisager des usages plus larges si ça fait du sens. Alors, Thomas demande, l'iWatch d'Apple regroupera toutes vos fonctionnalités. Comment pourrez-vous survivre à cela? C'est une bonne question. Et pour Thomas, j'ai un tout petit peu répondu, ou en tout cas, j'ai essayé de répondre tout à l'heure. On pense qu'il y a certains endroits plus pertinents que d'autres pour mesurer les données. Et donc, pour nous, le textile est une solution, désolé du terme, hein, mais multiplexée. Ce qui fait que si je prends l'exemple du cycliste tout à l'heure, ça ne vaut pas pour tous les cas, hein, c'est-à-dire pour toutes les applications. Et pour certaines applications, la montre est vraiment la solution intéressante. On pense qu'en illustrant avec l'accéléromètre dans le cuissard du cycliste, qu'on a une mesure beaucoup plus pertinente en le plaçant là, sauf qu'on ne va pas demander à l'utilisateur d'avoir une montre, un électrocardiogramme, un capteur sur la cuisse. On arrive avec un device à avoir toutes les mesures pertinentes juste au bon endroit. Alors, les objets connectés, c'est déjà en soi un nouveau monde qui s'ouvre pour beaucoup d'utilisateurs. Mais alors, les vêtements connectés, clairement, on va un peu plus loin encore. C'est une révolution en matière de nouveaux usages. Est-ce que vous pensez que la mayonnaise va prendre ou ça va faire peur aux gens? Comment dire, personne n'est devin. Le pari entrepreneurial et industriel et technologique et les premiers échos qu'on a, c'est qu'on apporte une solution intégrée qui va simplifier la vie des gens plus que la complexifier avec beaucoup de dispositifs sur un même individu. Si on fait un peu de science-fiction, dans 100 ans, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait passer des coups de fil avec notre manteau qui sera tout sera intégré. Non, mais si ça fait du sens, mais d'une certaine manière, ça peut paraître, disons, si on a déposé la marque D-shirt, c'est qu'on pense qu'on va créer de nouvelles catégories. Donc le t-shirt cool. Pourquoi d'ailleurs, D-shirt? Pour digital. Digital, d'accord. Voilà, on pense que ça peut devenir une catégorie. Et pourquoi pas C-shirt connected, non? On aurait pu. Alors je m'en occupe. Je m'en occupe juste après, merci. Ou vous vous en occupez. Ouais, voilà, le premier qui sort. Voilà, exactement. On va se dépêcher du coup. C'est Thomas qui va le faire. Voilà, où Thomas va s'y mettre. Alors, 80 milliards d'objets connectés d'ici 2020 et d'après les analystes, les marchés les plus avancés seront l'industrie pharmaceutique, l'e-santé et le textile. Comment est-ce que vous expliquez ça? Un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que très clairement, la conjonction pyramide des âges, donc vieillissement des populations, maintien à domicile avec politique publique de soins, de santé, font que les objets connectés, c'est-à-dire avoir son information sur son état de santé à distance pour soi, ses proches, l'hôpital, tout l'écosystème. Donc ça, c'est déjà un premier vertical qui est promis à une certaine croissance. Le deuxième élément, c'est que, comme évoqué, je suis convaincu qu'une personne jeune ou moins jeune, si on lui propose en un dispositif, en un objet, d'avoir un objet qui est la chemise qu'on a là, hein, d'avoir les mesures sans que ce soit du tout intrusif, sans que ça change des usages et qu'on ait à mettre plein d'objets différents, la conjonction des deux fait qu'on pense effectivement être sur un marché porteur. Hein. Oui, c'est vraiment ça en fait, le maître mot, c'est sans que ce soit intrusif. Hein. Ah ouais, c'est seamless, comme on dit en bon français, c'est-à-dire vraiment
on ne le ressent pas et ça ne vient pas changer. On sort de chez soi tous les matins avec une chemise, ça sera une chemise connectée ou un t-shirt connecté. Donc on n'aura plus d'excuses pour perdre, on ne peut pas perdre son t-shirt ou alors on est vraiment tête en l'air. Hein. Oui, exactement. Ouais. Ou ludiste, au choix. Oui. Stanislas Vandier, merci beaucoup. Restez avec nous. On accueille tout de suite la start-up de la semaine. Merci. Yohann Attal, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le cofondateur de MyBrain Technology. Alors, la première question, c'est comment avez-vous démarré l'aventure MyBrain Technology? Alors, à l'origine de MyBrain, on est deux docteurs en neurosciences issus de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. À la suite de nos contrats de recherche, on a décidé de monter la société ensemble. Et voilà, à partir du constat qu'il fallait sortir des labos de recherche, tout ce qui se fait dans les labos de neurosciences, ces dernières découvertes. Et donc on a créé cette société qui démarre avec un premier produit dédié pour la gestion du stress. Donc on est parti du constat que le stress, ça touche une majorité des personnes dans le monde. Et donc on a voulu apporter, à partir de nos recherches et des dernières recherches en neurosciences, une nouvelle technologie basée sur l'électroencéphalographie, c'est l'EEG, qui mesure l'activité électrique du cerveau, alors, et puis le principe du neurofeedback. Donc comment ça marche justement? Alors c'est très simple. Donc en fait, le produit qui s'appelle MeloMind est constitué d'un casque qui mesure l'activité cérébrale. Ça se pose comme ceci sur la tête, c'est assez simple. Et donc en un geste, vous avez un outil qui mesure votre activité cérébrale. Et il y a des capteurs donc à 4 endroits différents. Exactement. Vous avez 2 capteurs derrière les oreilles et 2 capteurs derrière la tête, dans ces régions qui sont dites des régions pariétales. Et Pourquoi ces capteurs, ils émettent des ondes ou à l'inverse, ils captent des ondes? Alors ces capteurs ne font que mesurer l'activité cérébrale, ça n'envoie rien, c'est totalement non invasif, il n'y a aucun problème pour la personne qui l'utilise. Évidemment, comme tous les objets connectés, on envoie et on communique avec un smartphone ou une tablette. Mais ce n'est pas plus dangereux qu'un smartphone à l'oreille. Exactement. Donc c'est vraiment totalement, c'est sans problème pour l'utilisateur. C'est vraiment pas un sujet à ce niveau-là. Et donc ce qu'on fait à partir de là, c'est qu'on a cette mesure de l'activité cérébrale qui donc est envoyée au smartphone en temps réel. Donc là, on est vraiment à l'échelle de la milliseconde. Donc c'est très rapide et on calcule un biomarqueur de la relaxation dans ces 2 régions. Et ce biomarqueur va moduler un indice de relaxation en temps réel, qui va changer une musique qui est renvoyée depuis le smartphone à la personne. Et c'est cette musique qui est un tuteur, qui est un indice qui va l'aider à prendre conscience de son niveau de relaxation. Donc l'objectif, c'est de faire une session qui dure de 3 minutes à 15 minutes pour apprendre à mieux gérer son stress. Et donc de session en session, on va augmenter ses capacités à gérer son stress dans le temps et à être meilleur dans cette gestion du stress de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Quand et où est-ce que ça s'utilise? Quand on est stressé, quand on est tendu? Alors, disons que principalement, on va proposer d'utiliser ça chez soi, au travail, mais ça peut se faire au jardin si vous avez envie de le faire. L'idée, c'est que vous preniez dans votre journée, entre 10 et 15 minutes, vous prenez 10-15 minutes pour vous, vous asseyez dans un siège, vous fermez les yeux, vous mettez le casque, vous avez vos écouteurs et vous écoutez votre niveau de relaxation, vous apprenez à le moduler. Et pendant cette session, vous allez faire un système d'apprentissage qui va vous donner une augmentation de vos capacités à gérer votre stress. Et c'est vraiment l'objectif de MeloMind. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer MeloMind? C'était vos recherches justement? Voilà, à partir de nos recherches, de notre historique dans la gestion des données électrophysiologiques, de l'étude des processus cérébraux et du constat, donc comme je disais au début, du constat que le stress touche vraiment une majorité de personnes dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, c'est 248 millions de personnes qui déclarent avoir des symptômes physiques du stress. Ce n'est pas une question de confort, c'est vraiment une question de santé publique. De santé publique, voilà, c'est un problème majeur. À partir de là, on est parti de l'idée qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour trouver une solution. On est allé vers le neurofeedback parce que c'est un principe qui existe depuis longtemps. On n'a pas inventé le neurofeedback, mais c'est un principe qui existe depuis longtemps pour aider à donner un retour en temps réel à la personne pour lui faire prendre conscience et l'aider à apprendre à mieux gérer un processus. Dans ce cas-là, c'est celui de la relaxation. Et donc à partir de là, on a trouvé toutes les innovations nécessaires pour faire passer ce casque à un casque en clinique qui coûte très cher, qui nécessite du gel de conduction, qui met 30 minutes à poser, etc. Que là, vous posez en 1 seconde, vous l'avez mis sur la tête, ça se connecte au smartphone et puis vous démarrez votre session. Donc il y a beaucoup d'innovations dans chacune des briques, les électrodes, l'amplification du signal, qui est un signal très faible, c'est du microvolt. Donc on va vraiment amplifier un signal qui est tout petit, qui est très sensible. On va l'analyser dans le smartphone en temps réel, ça aussi c'est une belle innovation qui est derrière ça, et on calcule le biomarqueur de la relaxation.
puis la musique qui est dédiée à l'application, qui vient avec l'application. Alors encore Thomas demande, l'activité du cerveau est-elle mesurée dans sa globalité ou par région du cerveau? Et dans le deuxième cas, les données sont-elles récupérables? Alors tout à fait. Pour la première question, donc en fait l'activité ici est mesurée dans la région occipito-pariétale, donc dans une région. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre que l'activité cérébrale est associée à une fonction pour une région. C'est partiellement vrai. En réalité, c'est un ensemble de régions qui communiquent ensemble, c'est une dynamique. Et on peut se plugger dans une partie de cette dynamique pour l'attraper, la mesurer et en extraire un indice. Donc c'est ce que nous faisons ici dans ce cas-là. Les données sont utilisées dans le smartphone, elles restent dans le smartphone pour l'utilisateur. Il est seul à y accéder. Et puis nous avons une version annexe aussi avec SDK, donc un Software Development Kit pour les gens qui veulent utiliser ce casque pour pouvoir faire d'autres applications et développer. Mais dans ce cas-là, voilà, c'est un outil à part. Ce qu'on vend sur Internet, sur notre site, c'est le logiciel, l'application qui est téléchargeable, qui sera téléchargeable d'ici la fin de l'année avec le casque quand elle sera disponible, donc d'ici la fin de l'année, pour pouvoir faire des sessions de neurofeedback. Quels sont les bénéfices prouvés de la relaxation? Un meilleur sommeil? Alors, les bénéfices en fait sont assez vastes et pour répondre à une question, pour celle-là, il y a une question aussi plus large qui est à qui ça s'adresse et puis surtout, est-ce que c'est que pour les gens qui ont des problèmes pathologiques, stressés ou non? En réalité, ça dépend beaucoup des besoins des gens. Des gens qui ne sont pas forcément avec un stress pathologique, qui sont vraiment insomniaques primaires ou anxieux aigus, etc. Mais aussi des gens dans la vie de tous les jours qui ont un niveau de stress très élevé, qui ont envie de prendre un moment pour se détendre. Et donc, ça va améliorer leur bien-être en général. Ça va potentiellement, pour des gens qui ont des problèmes de sommeil, améliorer leurs troubles du sommeil. Ça peut diminuer le niveau d'anxiété au long terme. L'objectif, c'est que cet outil est unique dans le sens où il apporte un protocole de neurofeedback, donc cet aspect retour musical, qui est unique dans le sens où, session après session, vous allez vraiment développer, vous allez travailler sur votre neuroplasticité, vous allez développer de nouvelles capacités. Et donc, celles-ci vont globalement, si vous avez une augmentation de votre niveau de relaxation, améliorer tout ce qui va avec. Alors, à quel prix et où est-ce qu'on trouve Melomind? Alors, Melomind est disponible en pré-vente actuellement sur notre site internet, melomind.com, à 275 €. Là, je mélange parce qu'on était au CES en janvier et donc du coup on l'avait mis à 299 $, il est toujours en dollars, en euros 275 €, disponible d'ici la fin de l'année, pour faire un cadeau de Noël sympathique. Vous avez comment est-ce que vous avez été accueilli au CES? Vous faisiez partie de la French Tech? Exactement, on faisait partie des 18 startups qui ont été sélectionnées par la French Tech. C'était un très bel événement, une autre dimension vraiment, tellement de projets, de startups innovantes en termes médiatiques aussi. Pour nous, ça a été un gros buzz. On a pu faire connaître le produit, le lancer, avoir des retours clients aussi parce qu'on l'a testé, on l'a fait tester par plus de 150 personnes. Donc on a eu tous les retours nécessaires pour nous pour améliorer le produit. En live, quoi. Exactement. Et on était au Wearable il y a 2 semaines, au Wearable Technology Show à Londres. On a été invités. Vous-même, vous l'utilisez tous les jours? Alors, je l'utilise pas tous les jours pour faire des sessions, mais surtout pour travailler dessus en réalité. Parce qu'avec les ingénieurs de l'équipe, on travaille tous les jours dessus sur le signal, les capteurs, l'application et tout ce qui va autour. MyBrain est vraiment très pluridisciplinaire. On a l'interface entre beaucoup de domaines. L'électronique, l'électrophysiologie, les sciences cognitives, l'ingénierie mécanique. Il y a beaucoup de thématiques qui nourrissent Melomind et on est très fiers de l'équipe et de cette innovation. Stanislas, est-ce que finalement ce n'est pas le casque qui manque pour avoir l'attirail complet avec vos vêtements connectés? Si, et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, on a rencontré des partenaires potentiels dans lequel le kit pourrait faire du sens. Donc absolument. Bon, merci, bravo. Vous échangerez les cartes à la fin de l'émission. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci. Merci.